je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et je souhaite également la bienvenue à nos invités qui vont nous éclairer par leur expérience qui est riche et extraordinaire sur un thème qui est intéressant, je l'espère, pour vous, le thème de l'ingénieur, la formation et le métier d'ingénieur. Je voudrais quand même, avant de commencer, bien sûr, le débat autour de cette table ronde, je voudrais préciser un certain nombre de points qui sont essentiels. Le forum des journées de voie d'excellence, de JVE, il est à sa 7e édition, qui a un objectif principal. Il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif principal, c'est de contribuer à donner une réponse, je dirais, assez complète et concrète aux jeunes et futurs bacheliers, une réponse aux questionnements que l'on peut se poser sur l'orientation post-bac. Ce problème d'orientation post-bac, c'est un problème qui est réel, que aussi bien les élèves que les parents d'élèves se posent durant le cycle de terminale, et je dirais même après le bac aussi, il y a un problème d'orientation. Et ce problème ne peut pas être traité de façon, je dirais, improviste et aléatoire. Il doit être bien réfléchi, les élèves doivent être accompagnés, encadrés par des professionnels, encadrés aussi par des conseillers d'orientation. C'est pour cette raison-là que la conception de ce forum, il tourne sur un ensemble d'activités, et je peux citer 3 activités qui sont essentielles. Premièrement, on met à la disposition des futurs bacheliers un ensemble d'informations précises sur un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur, à travers bien sûr les stands que vous pouvez visiter, rencontrer bien sûr des représentants des différents établissements de l'enseignement supérieur. Deuxièmement, les futurs bacheliers, on met à leur disposition des personnes qualifiées qui travaillent dans l'enseignement, ou des conseillers pédagogiques avec qui ils peuvent élaborer, développer un projet d'orientation personnalisé à travers des entretiens qu'ils peuvent bien sûr faire avec ces personnes qualifiées. Et troisièmement, on leur demande d'assister, de suivre des échanges d'idées, de débats, à travers des tables rondes comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui, et qui, chaque table ronde traite d'un thème qui se rapporte à un métier, à une formation. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du métier, de la formation au métier d'ingénieur. Et chaque table ronde, on a des invités qui, par leur expérience, par leur parcours universitaire, parcours professionnel, ils vont vous éclairer, ils vont vous donner bien sûr quelques idées qui peuvent vous aider à améliorer, à développer votre propre projet personnel. Je vous demande d'abord d'applaudir vivement nos chers invités qui ont accepté je voudrais quand même commencer par poser bien sûr la thématique qui est devant vous, bien sûr qu'on va essayer de débattre autour de cette table ronde. C'est comment bâtir des profils qui sont assez variés au sein des écoles d'ingénieurs, avec des intelligences multiples, et qui vont nous permettre bien sûr de répondre aux besoins des sociétés, ou d'une société qui devient de plus en plus complexe. La problématique, comme ça a été dit tout à l'heure, au cours des échanges qu'on a eus, c'est une problématique qui est assez ardue, assez complexe,
Mais on va essayer, bien sûr, par un travail de pédagogie, parce qu'on est dans la continuité, bien sûr, de notre travail quotidien. Moi, personnellement, je suis enseignant, je suis prof de physique pour les classes de terminale. Et vous allez retrouver que parmi nos invités, il y a pas mal d'enseignants aussi. On va essayer de faire de la pédagogie pour vous faire comprendre ce que c'est que le métier d'ingénieur, comment, bien sûr, faire la formation au métier d'ingénieur. On aura bien sûr l'occasion de développer, bien sûr, l'impact je dirais, du développement accéléré des nouvelles technologies du numérique sur la formation, sur l'acquisition des connaissances dans les écoles d'ingénieurs et toutes les interactions qui peuvent avoir lieu entre tout ce qui est acquisition des sciences et acquisition, bien sûr, je dirais, des sciences humaines aussi, parce qu'il y a une forte interaction entre les deux. Je vous demande, dans un premier temps, alors je vais essayer, bien sûr, de demander à nos chers invités de se présenter chacun de son côté et de présenter, bien sûr, leur parcours, comme je l'ai dit, leur parcours universitaire et leur parcours professionnel. Je commence par monsieur Serge Delvedov, qui est directeur adjoint de l'école centrale de Casablanca. Bien, bonjour à tous. Voilà, je vais commencer par vous dire que je suis ingénieur, j'ai fait l'école centrale, j'en suis sorti en 1980, donc si vous comptez bien, ça fait j'ai un peu plus de 61 ans. Si on m'avait dit un jour, quand je suis sorti de l'école, que je dirigerais une école d'ingénieur, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, j'ai changé 5 fois de métier, depuis la sortie de l'école, en faisant des choses qui sont très très différentes. Donc moi j'ai un premier message à donner ici. Les écoles, faire des études d'ingénieur, et je pense qu'on doit pouvoir le dire de beaucoup de métiers, ce n'est pas s'enfermer dans une boîte dont on ne sortira jamais. Voilà, donc je viens d'ailleurs d'un milieu social très particulier, mais j'ai vécu dans le sud-ouest, dans une ferme, dans le coin le plus reculé de la France. J'étais très heureux dans la campagne, et j'ai eu une chance folle, c'est de rencontrer un prof de maths qui passait par là par hasard et qui a repéré que j'étais pas mauvais en maths, et donc qui m'a fait vraiment aimer ça. Il s'est occupé de moi, et donc voilà comment c'est parti. C'est parti, et là le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pour les jeunes, là, si vous voulez vous orienter, cherchez ce qui vous plaît. Hein. Moi à l'époque j'avais envie de faire ça parce que voilà, j'étais à l'aise, ça me plaisait, on s'était occupé de moi. Donc j'ai fini par rentrer à Centrale. Et là j'ai commencé à me planter parce que on m'a proposé, un prof de physique m'a proposé de rentrer dans un labo de recherche. Bon, on s'entendait bien, j'aimais bien la physique et tout ça, mais au bout de 6 mois, je me suis dit, mais ce métier n'est pas du tout fait pour moi. Et j'ai démissionné d'une thèse sur laquelle je m'étais engagé un peu vite. Et donc, pour aller prendre un contre-pied total et partir, retrouver des choses que je trouvais plus me correspondre. Je suis rentré chez Alstom pour diriger des chantiers de mise en service de centrales électriques. Voilà. Donc un beau métier d'ingénieur, où on ne fait pas tous les jours des équations, mais où tous les jours on résout beaucoup de problèmes. Voilà. Puis après j'ai trouvé que j'aimais le projet, et puis les rencontres ont fait que je suis rentré dans un groupe d'ingénieurs qui faisait du management de projet par intérim, donc qui dirigeait des projets dans des entreprises. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis le hasard a fait, là encore, le hasard des rencontres, je suis rentré dans un cabinet de conseil en stratégie, à une époque où c'était vraiment, les questions de stratégie pour les entreprises étaient vraiment fondamentales. Donc j'ai passé 10 ans dans ce cabinet américain, jusqu'à ce qu'un jour, je n'arrivais plus à recruter de centraliens, pas parce qu'ils ne se présentaient pas, mais parce qu'ils ne passaient pas le recrutement. Et donc je suis allé dire à mon école, c'est comme ça que j'ai recroisé mon école, je suis allé dire à mon école que ça n'allait pas. Que faire des maths et de la physique dans une école d'ingénieur, c'est bien, mais il n'y a pas que ça.
il fallait aussi entraîner les jeunes un peu plus à la vie professionnelle, pour que quand ils rentrent, ils soient... C'est un peu comme pour apprendre à nager, vous pouvez faire tous les cours que vous voulez, et un jour il faut rentrer dans l'eau, quoi. Et puis dans l'eau, il faut lâcher l'échelle, ça fait peur. Et voilà, le métier d'ingénieur, c'est aussi savoir gérer des situations, hein, c'est pas être complètement naïf, c'est pas attendre qu'on vous dit ce qu'il faut faire, et donc pour ça, il faut s'y entraîner. Hein. Et donc voilà, depuis plus de 15 ans, voilà ce que je fais à Centrale. J'ai créé l'ensemble des activités qui préparent les jeunes à la vie professionnelle, comme je crois tous mes confrères dans toutes les autres écoles. Voilà, et puis aujourd'hui j'ai le très grand plaisir d'être au Maroc, diriger Centrale Casablanca. Merci. Je m'oriente vers M. Thibault Juillat. C'est un jeune qui fait encore ses études à l'école polytechnique de Paris. Ça fait 3 ans qu'il était comme vous, en classe de terminale, je pense. Voilà, il va nous parler bien sûr de son parcours. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Thibault, je viens de Dijon, en Bourgogne. En 2014, j'ai passé mon bac scientifique. Quand j'étais en terminale, c'était un peu le bazar dans ma tête. Je suis rentré, j'ai quitté la classe de première en me destinant à la médecine. Je voulais absolument être médecin, ma mère était ravie, mon papa aussi. Puis, au milieu de l'année de terminale, je me suis rendu compte que j'avais perdu du sang. Donc je me suis retrouvé un peu à court d'idées, et c'est là que ma prof de maths de terminale m'a dit, écoute, tu sais qu'on a des classes préparatoires. Je lui ai fait, j'en ai vaguement entendu parler, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, si tu veux continuer à faire des maths et de la physique, un peu comme au lycée, mais en plus difficile, tu peux rester chez nous. Après, tu pourras tenter des concours, faire soit de l'ingénierie ou même de l'enseignement et de la recherche. J'ai fait, allons-y. J'ai signé, j'ai postulé. Mon lycée m'a repris en classe préparatoire. Et je m'étais mis en tête, en fait, finalement, la prépa me plaisait beaucoup. Je trouvais l'ambiance sympathique. C'était difficile, mais l'ambiance était sympathique, le sujet intéressant. Et je me suis mis en tête, en fait, d'y revenir, mais en tant que professeur. Donc, j'ai commencé à vouloir intégrer les écoles normales supérieures. Et j'ai passé mes concours. Je n'ai pas réussi à être admissible, donc à aller aux oraux des écoles normales. Mais j'avais eu plus de chance au concours mines, donc les écoles des mines, des ponts, et au concours central. J'ai donc pu passer les oraux de centrale et j'ai été admis à la fin de ma 2e année à l'école centrale Paris. Comme j'étais très très content déjà d'avoir la meilleure école d'ingénieurs civils de France, je me suis dit, c'est bon, on va s'arrêter là. On va aller je vais aller tenter ma chance à l'école centrale Paris, sans oublier pour autant mon rêve d'enseigner les maths. Le seul souci, c'est que je me suis rendu compte que même si ce qu'on faisait à Centrale était extrêmement intéressant, très diversifié, l'école était extrêmement investie dans le bien-être et la réussite de ses élèves, que la formation ne me convenait pas. Parce disons qu'elle n'accordait pas une place assez importante à ce que j'estimais à l'époque la matière qui devait absolument diriger mon cursus. Donc j'ai craqué nerveusement. Au bout de 10 jours, j'ai rappelé mon prof de maths, je lui ai dit, il faut que vous me repreniez. Bon, j'ai appelé mes parents ensuite, je leur ai dit, on rend l'appart, c'est fini, mon petit bagage. Mon papa est venu me chercher, il était pas ravi du tout, mais bon, j'ai redoublé ma 2e année, et à la fin de la 2e année, cette fois-ci, j'ai réussi à être admissible à la fois aux écoles normales supérieures et à l'école polytechnique, sachant que l'école polytechnique, c'était une assez grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Et finalement, en passant mes oraux dans les unes et dans les autres, je me suis rendu compte que j'avais évolué en fait.
Mon passage à Centrale m'avait changé, mon année de 5,5 m'avait changé. Et même si je voulais toujours exercer un métier dans le domaine mathématique, j'avais perdu cet attrait finalement pour un cursus uniquement académique où j'allais faire uniquement, principalement des mathématiques ou des sciences pendant 3 à 4 ans, voire 7 ans avec la thèse. Et j'ai été séduit finalement par ce qui était plus ou moins présent à Centrale Paris, mais un peu différemment. C'est-à-dire ce côté pluridisciplinaire qu'on trouve dans les formations d'école d'ingé. La seule différence que j'ai trouvée, c'était qu'on pouvait quand même avoir un cursus centré autour des maths. Finalement, il y avait d'autres domaines, le sport, les humanités, la gestion. Toutes ces choses-là étaient toujours présentes comme à Centrale, mais une place était quand même plus grande, était accordée aux mathématiques, et ça m'a rassuré finalement. Donc j'ai décidé de... c'est pas de mettre de l'eau dans mon vin, mais de revenir un peu sur mon idée fixe de débat et d'intégrer l'école polytechnique. Donc en plus les oraux s'étaient bien passés, donc j'ai eu la chance d'être reçu en juillet de l'année dernière. Et pour essayer de profiter à fond des capacités de l'école, j'ai décidé de partir en première année en stage à l'étranger, dans une structure d'enseignement, c'est-à-dire qu'on commence notre cursus par un stage au service de la communauté, justement pour nous sortir du milieu scolaire et nous apprendre à nous confronter un peu à la vie réelle. En l'occurrence, je suis resté dans le milieu scolaire, mais je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et je suis actuellement au lycée Moulay Youssef à Rabat, où j'aide les jeunes MP actuels à préparer le concours d'entrée aux grandes écoles. Voilà. Un très bon exemple qui reflète exactement la thématique d'aujourd'hui. C'est le champ, je dirais, d'interaction entre l'envie de faire des sciences et bien sûr la réalité qui nous rattrape chaque jour. Je passe la parole à M. Rachid Hamdet, c'est directeur général adjoint des agences de conseil en communication. Si j'ai bien... Oui, je vais le préciser. Merci pour la présentation. Je suis Rachid Hamdet. En termes de cursus, j'ai eu un bac scientifique et comme tous les filières de lycée scientifique, j'étais formaté pour, d'un point de vue sensibilité, à suivre une formation scientifique. À tel point que je me suis retrouvé en prépa commerciale. Bonjour la logique. Il y a aussi des éléments de hasard qui font qu'on a un parcours qui est celui qu'on a. Alors, j'ai fait la prépa commerciale sans conviction, sachant que ce n'était pas du tout ma fibre. J'étais content qu'elle se termine. J'ai passé les concours. À l'époque, ça se faisait en une année, qui faisait. J'ai passé les concours, je ne les ai pas eus et j'en étais heureux parce que ça m'a permis de prendre d'autres décisions. Et la décision que j'ai prise, c'était celle qui me convenait le mieux, c'est-à-dire aller à l'université, en l'occurrence à l'université Dauphine, qui est une université, disons, globalement de gestion. Mais dans cette université de gestion, il y a une petite, ce qu'on appelait UER à l'époque, qui est une UER de mathématiques, mathématiques de la décision, ça s'appelle. Ce sont des mathématiques, comme vous pouvez l'imaginer, appliquées à la modélisation, au management, à la gestion, etc., etc. Donc là, j'ai trouvé ma voie, enfin. Et j'ai suivi donc la filière universitaire. À l'époque, c'était DUG, licence, master. J'ai eu un DEA. D'ailleurs, ça fait le lien avec les ouvertures qu'on peut imaginer dans le système de formation. Donc j'ai fait mon DEA à l'université de Dauphine, mais c'est un DEA qui se faisait sur 3 lieux. Donc c'est un DEA de l'université Dauphine, de l'école des mines et de l'ENSAE. C'est un DEA sur 3 sites, de manière logique. Le DEA, en fait, prépare à ce qu'on appelle un 3e cycle, à un doctorat. Donc j'ai commencé une thèse, mais là, ça commençait, vous savez, quand vous commencez une thèse universitaire, etc., ça devient hyper spécialisé. Et ça commençait effectivement à bouillonner dans ma tête parce que
vous rencontrez des gens, vous essayez de partager avec eux ce que vous faites, personne ne comprend ce que vous faites, donc ça devient pénible, à part dans les séminaires où il y a des spécialistes, etc. Donc j'ai pas fini mon doctorat, et toujours dans ce parcours, je dirais presque atypique, au sortir donc de mes études, je me suis retrouvé dans le marketing et la communication. J'ai presque envie de dire ce que j'aurais dû suivre, ce qui m'aurait mené à la classe prépa commerciale. Finalement, je l'ai retrouvé après le détour par les mathématiques et donc dans le marketing et la communication, et particulièrement en agence de communication, donc, métier dans lequel je suis toujours depuis 30 ans. Donc, mais ce qu'il y a, ceci étant, ça a l'air comme ça, c'est vrai, c'est des écarts, mais pas tant que ça. Je veux dire par là, quand vous êtes dans le marketing, vous êtes dans la stratégie. Donc, vous êtes dans la stratégie, vous êtes dans la réflexion d'articulation entre objectifs et moyens, etc. Et il est évident que quand vous avez une formation, c'est sûr que ça vous aide, même si vous n'êtes pas spécialiste de la discipline. Mais ça, ce qui est intéressant dans ce type de formation, de type scientifique, tel que je l'ai décrit, c'est que ça vous permet vraiment de vous transposer face à des situations qui ne sont pas celles que vous avez étudiées. De toutes les façons, vous avez étudié des choses plus ou moins théoriques ou plus ou moins pratiques. Mais quand vous êtes dans la vie réelle, vous êtes confronté à un problème, ce problème, vous n'allez pas aller prendre un bouquin et voir si vous l'avez traité en TD, etc. Vous l'aurez jamais traité, vous ne l'avez jamais traité. Mais en fait, vous êtes supposé avoir l'agilité d'esprit pour tout de suite poser le problème comme il se doit et trouver les démarches qui vous permettent de trouver des solutions. Et en marketing, en stratégie marketing, c'est exactement la logique. D'autant plus qu'aujourd'hui, le marketing, c'est du marketing managérial, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin du management stratégique de l'entreprise. Ce sont vraiment, c'est une façon de poser une vision, d'élaborer le diagnostic en termes d'environnement, en termes d'environnement concurrentiel, bon, etc., etc. Et j'ai presque envie de dire, sans le vouloir, parce que j'ajouterai 2 éléments dans les parcours qu'on a. Alors c'est vrai qu'il y a les trajectoires, j'ai presque envie de dire déterministes, puisqu'on est dans le sujet, mais il ne faut pas négliger 2 choses, le hasard et la chance. Dans votre parcours, vous rencontrerez inéluctablement 2 choses, le hasard et la chance. Eh bien, si vous arrivez à vous en saisir correctement, je pense que vous pourrez retrouver votre voie. Merci. Merci. Je passe la parole à M. Chouan Sabat de l'École supérieure de textile, c'est ça? Et d'habillement. Merci. Je me présente, M. Chouan. Je suis le directeur des études de l'ESIC, l'École supérieure de l'industrie textile d'habillement. C'est une école d'ingénieurs qui a été créée en 1996 et elle a fêté ses 20 ans il y a 1 an. Si je dois parler de mon parcours, donc je suis ingénieur textile habillement. J'ai eu mon bac technologique à Nice, un bac scientifique et technologique. Et à l'époque, j'étais bon en maths et j'étais bon en physique et je ne savais pas comme vous ce que je voulais. Et c'est donc que j'ai rencontré, c'est un enseignant en maths qui m'a dit « Toi, tu es très bon en maths, donc il faut que tu fasses les classes prépa. » Absolument. Si tu fais les classes prépa, tu auras la porte ouverte à des écoles d'ingénieurs. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc pendant 2 ans, j'ai fait les classes prépa et j'ai intégré une école d'ingénieurs. C'est l'ANSET Roubaix. Je suis diplômé donc de l'ANSET depuis 1994. Oui, 1994, diplômé de l'ANSET. Et je suis rentré au Maroc. Je suis rentré au Maroc et j'ai décidé de poursuivre ma carrière au Maroc, même si auparavant je n'ai jamais vécu. Parce que je suis né en France, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai fait mes classes prépa en France. Et une fois que j'étais diplômé du cycle d'ingénieur de l'ANSET, j'ai décidé de revenir au Maroc pour servir mon pays. Pendant 2 années, j'étais en production industrielle, donc j'étais directeur de production, j'ai suivi la production, je sais c'est quoi l'entreprise. Et à la création de l'ESIC, en 1996, on a fait appel à moi.
et j'ai décidé de partir vers le monde de l'enseignement. Donc en tant qu'enseignant au départ, donc j'ai enseigné à l'ESIT pendant un certain nombre d'années. Et depuis 2008, je suis le directeur des études de l'ESIT. Donc ça fait maintenant déjà 8 ans que je sers les études de l'école. Et je rencontre beaucoup de jeunes comme vous, des bacheliers, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, et qui se posent beaucoup de questions. Donc j'espère qu'à travers cette table ronde, on pourra y répondre, ou je pourrai y répondre avec l'expérience que j'ai eue à travers l'école, à travers la connaissance des différents étudiants, des différentes personnes, des parents surtout, parce que je me suis rendu compte aussi que les parents se posent plus de questions que leurs enfants eux-mêmes. Donc ça c'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de parents. Donc ce sont ce genre de questionnements qu'on va essayer d'éclaircir tout à l'heure. Voilà. Merci, M. Abouchoua. La parole à M. Manuel Cohen, qui nous vient de l'INSA de Fès, c'est ça? C'est ça, l'INSA. C'est Manuel Kuhn. Ah, Manuel Kuhn, excusez-moi. Allemande, c'est pas grave. Bien, bonjour à tous. Je vais me présenter un peu mon parcours. Je commencerai par dire que quelque part j'ai eu de la chance dans ma vie parce que très très tôt je savais ce que je voulais faire. Pas le métier mais le domaine. Moi je suis issu d'une famille qui pour moitié est artiste. Ma mère, mon frère, l'autre moitié ingénieur mécanicien. Grand-père ingénieur mécanicien à la ville de Paris, mon père ingénieur arts et métiers qui a fabriqué des remontées mécaniques dans les stations de ski la quasi-totalité, enfin la majeure partie de sa carrière. Et moi, tout petit, j'ai commencé à démonter les réveils de mes parents. Évidemment, je n'arrivais pas à les remonter. Voilà, démonter la ceinture de sécurité en rouleur de la voiture, j'arrive pas à la remonter non plus. Voilà, bon, les Lego techniques, bien sûr. Donc ça, c'était ma voie. Alors là, j'ai eu de la chance, parce qu'effectivement, savoir très jeune ce qu'on veut faire, c'est de la chance. Voilà. Et la plupart d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas dans ce cas-là. Mais enfin, on peut la trouver. Hein. On peut la trouver si on cherche, si on se pose des questions, si on discute, si on se renseigne. Alors j'étais fort en maths. Donc à mon époque, si on est fort en maths, tu vas faire un C, tu vas passer un bac C. Tu es fort en maths, tu fais une classe prépa. Et puis bon, on ne se pose pas de questions, on suit. Hein. Voilà, bon, j'arrive en classe prépa quand même, là, première année en classe prépa, très très difficile, parce que c'est vraiment une rupture. Mais bon, l'être humain est malléable, et l'être humain se fait à tout. On se paie vraiment plutôt dans le haut de ma classe. Toi, Manu, pas de problème, les profs, tu vas avoir une école. Donc moi, je voulais faire comme papa, ingénieur arts et métiers. Et puis patatras, j'ai loupé tous mes concours. Voilà. Donc là aussi, deuxième échec, obligé de faire 5 demi. Bon, après, en faisant 5 demi, j'ai compris pourquoi. Les profs pensaient que j'étais bon, je travaillais bien, oui, mais bon, je ne savais pas travailler, j'apprenais peut-être bêtement par cœur, j'appliquais sans vraiment chercher à comprendre. Et ça, c'est très important. Hein. Si vous travaillez en essayant d'appliquer une recette de cuisine, ça ne marche pas. Ça marche, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. D'accord ? Donc bon, voilà, je fais 5 demi, et puis, dans mon esprit, ingénieur mécanicien, et puis je suis prêt à Normal Sup. Ah mince, j'avais pas prévu le coup, quoi. Pour moi, Normal Sup, non, c'est trop dur. Pour les gens qui sont vraiment forts, qu'est-ce que je fais? Je me renseigne. Il y a des anciens de la prépa qui étaient à Normal Sup, pas de problème. Si tu peux faire Normal Sup, après, si tu veux bosser dans l'industrie, aucun problème. Bon, allez, j'y vais. Payé pendant ses études, en plus, c'est pas mal. Donc je fais ça, mécanique, hein. Filière mécanique. Cursus un peu particulier, je fais mon DEA avant de passer l'agrégation. Ce qui est en partie pourquoi je ne suis pas parti en recherche après. Et puis on découvre que si tu as Normal Sup, soit tu fais de la recherche, soit tu pars faire prof en classe prépa. Pour faire simple, hein. Je suis un peu réducteur. Je me dis, tiens, prof en classe prépa, finalement la prépa c'était pas mal. Super bien payé, prof en classe prépa en France. Alors là c'est le jackpot, je postule. Bien classé à la grègue, je
je me retrouve dans une grande prépa de province à Strasbourg. Puis là, assez rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Je me suis rendu compte au bout d'une année que ça ne me correspondait pas du tout. J'avais l'impression d'entraîner des sportifs de haut niveau à passer un concours, un championnat du monde. Et moi, ce que je voulais, c'est être ingénieur, au contact de l'industrie, des projets, etc. Donc, très rapidement, je me suis dit, bon, la prépa, c'est bien. J'en ai déjà fait 3 ans. J'en ai refait 3 ans après en tant que prof. Et assez rapidement, j'ai voulu faire autre chose. Je me suis dit, bah tiens, on va essayer déjà de revenir un peu dans ma région d'origine, parce que ma femme ne supportait pas l'Alsace. Bon, voilà. Et donc, j'ai postulé dans des écoles d'ingénieurs, et puis il y avait l'INSA à Lyon. Alors, quand j'étais en terminale, d'ailleurs, j'avais postulé pour être étudiant à l'INSA de Lyon, et puis, je ne l'ai pas eu, parce qu'en terminale, bon, j'étais bon, mais je ne travaillais pas trop, en fait. Donc, j'ai eu le bac, mais sans mention. Donc là, paf, l'INSA, j'ai pas été pris. Donc, j'y suis retourné après, finalement, mais de l'autre côté de la barrière, en tant que prof. Et là, ça me correspondait en fait, parce que je suis arrivé en plus au moment de vraiment la transition, l'arrivée de la pédagogie par projet, etc. Donc, les transitions, les écoles apprenaient surtout des savoirs, mais maintenant, on apprend les savoir-faire, on apprend le savoir-être, toutes ces choses qui sont indispensables aussi pour le métier d'ingénieur. Et voilà, ça m'a correspondu. On avait des choses à monter, j'ai accompagné des tas de projets, travaillé pour des tas d'entreprises, accompagné des startups. Et là, c'est vrai que, bien sûr, prof, faire des cours très académiques, mais pas que, dans le concret, tout le temps dans les entreprises. Et même si je ne suis pas ingénieur, j'avais franchement l'impression de toujours travailler avec des ingénieurs et d'être quelque part un ingénieur moi-même. Voilà, bon, j'ai fait ça une vingtaine d'années. Puis à un moment, je sais pas, on se réveille, on a 50 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait la même chose. Puis je me suis dit, un peu une saturation en fait. Et je me suis dit, un ras-le-bol quelque part. Bon. Et inconsciemment, j'avais envie d'autre chose. Et puis un jour, j'ai découvert le projet INSA Euro-Méditerranée, donc la création de la 7e INSA qui est au Maroc, à Fès. Et puis là, je me suis dit, écoute, t'as 50 balais, si tu fais pas ça maintenant, tu le feras jamais, tu vas rester pépère à Lyon jusqu'à la retraite. Et puis voilà, ça fait 1 an et demi que je suis ici, j'ai rejoint l'équipe de direction. Et je dirais que c'est l'éclate totale, parce que le Maroc, c'est un pays où tout est possible. Tout est possible au niveau des entreprises, il y a des choses. Voilà, vous avez des entreprises à Casablanca qui embauchent 25 ingénieurs par semaine. Quand vous dites ça en France, les gens ne vous croient pas. Voilà, ça c'est des choses inimaginables. Donc voilà, après on va pouvoir discuter tous ensemble sur les intelligences plurielles, parce qu'il y a les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Merci beaucoup. Je crois qu'à travers ces différents exemples qu'on vient d'écouter, c'est que ce qui vous attend, c'est encore beaucoup de travail, beaucoup de réflexion surtout, et beaucoup de renseignements. Je vais revenir sur des choses de basiques pour l'ensemble des futurs bacheliers, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le métier d'ingénieur et comment avoir accès bien sûr à ce métier à travers différentes formations. Est-ce qu'il existe un seul type de métier ou bien différents types de parcours pour faire le métier d'ingénieur? Je m'adresse à M. Serge. Ouais, alors il y a 2 choses là-dedans. Déjà, il y a une première distinction, je pense, qui est intéressante, c'est la distinction entre ingénieur et technicien. Les deux apprennent la même chose, mais le métier est très différent. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre. Le technicien, lui, il exerce une compétence, une maîtrise technique qu'il a appris à l'école. On lui a appris à appliquer certaines choses. Voilà, il les applique. Et dans les entreprises, on a besoin énormément de techniciens. Parce qu'il faut bien que, pour que les entreprises fonctionnent,
il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le boulot. Hein. Mais pour qu'ils fassent le boulot technique, il faut bien que d'autres définissent le boulot à faire. Hein. Et là, je ne parle pas de management, je parle de, par exemple, dans une entreprise qui fait n'importe quoi, des ordinateurs. Bon, il faut bien sûr les fabriquer, les ordinateurs, mais il faut les définir. Savoir qu'est-ce que vous mettez dedans, à quoi ça ressemble, etc. Le métier d'ingénieur, il est à ce niveau-là. Hein. Alors, d'ailleurs, peut-être 2 mots d'étymologie sur le mot ingénieur. Dans le monde francophone, le mot ingénieur a une signification très différente de sa signification dans le monde anglophone. Dans le monde anglophone, le mot ingénieur vient de engine. Engine qui veut dire moteur. D'accord? Donc l'ingénieur anglo-saxon, c'est un technicien. D'accord? Pour atteindre les hautes sphères de responsabilité des entreprises, il vaut mieux pas faire ingénieur. Encore que par la recherche, bon, ça peut se faire par l'entrepreneuriat, mais sinon il vaut mieux être juriste aux États-Unis pour réussir, pour avoir une vie, voilà, pour accéder à des grosses responsabilités. Donc en France, le mot ingénieur, il a été créé au début du 19e siècle, dans un but très particulier. L'étymologie, c'est génie. Pourquoi la France a inventé ce mot-là à sa manière? Parce que au début du 19e siècle, Lavoisier invente la chimie, c'est un Français, et c'est les Allemands qui créent des entreprises et de la valeur, de la richesse en Allemagne à partir de la chimie. Sadi Carnot, c'est un Français qui invente la machine à vapeur, mais c'est les Anglais qui valorisent. Et du coup, il y a un certain nombre de penseurs qui se sont dit, à la fois des scientifiques et puis des gens de la société civile, se sont dit, mais c'est pas possible. Et donc ils se sont dit, si la France veut rattraper le retard qu'elle a pris dans la course industrielle, il faut absolument former des ingénieurs civils qui connaissent la science, qui comprennent les besoins de la société et qui vont faire le lien entre des besoins et ce que permet de faire la science. L'ingénieur, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est la conception des projets, des objets, C'est ça que l'on entend d'un ingénieur. Quand on embauche un ingénieur dans une entreprise, c'est pas pour qu'il vienne s'asseoir et faire ce qu'on a toujours fait avant. C'est ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il imagine, qu'il invente l'entreprise de demain, qu'il essaye d'imaginer à la fois sur les produits, les services, la manière de fonctionner de l'entreprise, qui se servent de la science pour faire progresser le rendement des produits, leur performance, leurs coûts, diminuer les coûts, améliorer l'efficacité des organisations. C'est ça la vocation d'un ingénieur. Et cela, pour faire cela, bien sûr, à partir de ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire la science. Voilà. Très bien. Merci. Je voudrais quand même s'adresser à M. Chouac pour ce que vous êtes responsable pédagogique dans une école supérieure. Les lauréats sont des ingénieurs, je suppose. Voilà, donc si vous pouvez quand même nous donner une idée sur... Je vais juste clarifier un petit peu aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, bien entendu, mais je voudrais juste être un peu plus large. Il n'y a pas une vraie finalité finalement au métier d'ingénieur. Bien entendu, quand on parle d'ingénieur, on imagine quelqu'un qui va être, comme l'a dit monsieur, dans la conception, on attend de lui beaucoup au niveau de la recherche, du développement, de prévoir, etc. Mais dites-vous aussi que le diplôme n'est pas une fin en soi. Le diplôme d'ingénieur n'est pas du tout une fin en soi. Ensuite, en fonction de votre vocation, de là où vous êtes le plus à l'aise, vous allez pouvoir évoluer dans différents postes de responsabilité au sein de n'importe quelle entreprise. Mais toutes les compétences que vous avez eues dans votre formation en tant qu'ingénieur vont vous servir pour cela. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui peut s'adapter, quelqu'un qui est curieux, surtout la curiosité, qui se pose beaucoup de questions. C'est ça qu'on attend surtout de lui. Quelqu'un qui soit curieux de tout, qui ait le temps de se poser les bonnes questions, qui puisse accompagner l'entreprise dans son développement, qui puisse l'accompagner
partout où on a besoin de quelqu'un pour réfléchir là-dessus. C'est surtout ça un ingénieur. Donc c'est quelqu'un qui doit être systématiquement curieux. Je reviendrai sur ce mot aussi qui est très important pour moi, c'est cette curiosité, que vous n'avez pas pour l'instant, mais que vous devez acquérir. Et lorsque vous choisissez le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est passionnant, je vous l'assure, parce que c'est un métier très exigeant, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences, on aura l'occasion de revenir aussi là-dessus, mais dites-vous que c'est un métier qui vous ouvre une palette de possibilités que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le métier d'ingénieur. Mais vraiment, quand je parle d'une palette de métiers, c'est une palette de responsabilités, une palette de possibilités qui est extraordinaire. Donc, ne pensez pas que c'est une voie qui est figée, non, c'est une voie qui est très ouverte et qui vous offre beaucoup de possibilités d'évolution. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose, M. Pour faire le lien, on a hérité de la notion d'ingénieur qu'a défini monsieur, une façon de faire, et on appelle ça l'ingénierie. Et donc, de ce point de vue-là, ça rejoint aussi l'élargissement que vous étiez en train d'exposer, c'est qu'on parle d'ingénierie financière, c'est-à-dire dans la même logique d'inventivité, de conception, de création, on invente des produits financiers, et donc on appelle ça l'ingénierie financière comme il existe, l'ingénierie marketing, etc., etc. Donc il y a une transposition, et d'ailleurs, dans la majeure partie des cas, c'est conceptualisé par des ingénieurs qui ont eu une spécialisation éventuelle ou autre, mais je veux dire, la façon de faire de l'ingénieur, elle est demandée dans les différents domaines, parce que leur raison d'être suprême, c'est d'inventer. Donc, si on a bien compris, il y a différentes formations au métier d'ingénieur. L'INSA, par exemple, c'est une école spécialiste dans la formation d'ingénieurs en génie mécanique, électrique, électronique. Oui, alors c'est une école spécialisée dans la formation d'ingénieurs, oui, mais nous formons plutôt des ingénieurs, on va dire, à profil généraliste, pas hyper spécialisés. Les INSA au départ ont été créés il y a une soixantaine d'années, un peu plus. La première, c'est l'INSA de Lyon, par un philosophe français qui s'appelle M. Gaston Berger, qui d'ailleurs il était finalement en avance sur son époque, parce que lui, il a voulu créer une école d'ingénieurs dits humanistes, c'est-à-dire des ingénieurs très forts en mathématiques, voilà, cartésiens. Je dirais, surtout à l'époque, c'était important, parce que je dirais maintenant qui fait le calcul, grosso modo, c'est l'ordinateur, c'est plus nous. Par contre, l'ingénieur doit faire tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après, voire un peu ce qu'il y a pendant. Et ce monsieur Gaston Berger s'est dit, bon bah voilà, dans notre cursus une école comme ça doit être scientifique, de haut niveau, très exigeante, mais pas que. Il faut pouvoir aussi favoriser un certain nombre de compétences, un certain nombre d'autres intelligences, et c'est ce qui aboutit au modèle INSA, qui n'est pas un modèle unique, plein d'écoles d'ingénieurs fonctionnent de la même façon. Et voilà. Alors, les résultats de tout ça, c'est que le modèle est un peu particulier, parce qu'il n'y a pas de classe préparatoire intégrée. Pas de classe préparatoire tout court, il n'y a pas de concours, on recrute sur dossier. La première INSA, elle avait vraiment pour objectif de prendre des jeunes lycéens issus de milieux très modestes et de pouvoir les amener à un niveau ingénieur. C'est pour ça que, à l'époque, quand on faisait, même encore un peu maintenant, les fils d'ouvriers qui font des classes préparatoires, c'est quoi? Bon, maintenant c'est beaucoup plus fréquent, mais à l'époque c'était quasiment inexistant. Voilà. Et donc ce modèle a été mis en place. Alors au début c'était vraiment une classe préparatoire intégrée, c'était un copier-coller, et puis on a dérivé un peu. Bon. Alors, moi
savez, j'ai été étudiant en classe prépa, j'ai été prof en classe prépa. Les classes préparatoires, c'est aussi très bien. Ça permet d'accéder à des écoles d'ingénieurs renommées, très performantes. C'est une autre façon de faire. Voilà, il y a deux façons différentes de faire. Et c'est à vous, les jeunes, de savoir aussi ce qui vous correspond le mieux. J'ai fait une classe préparatoire. Maintenant, personnellement, je suis plutôt contre les classes préparatoires, mais je ne renie absolument pas ce que ça m'a appris en termes de capacité de travail, en termes de vitesse de travail, de capacité de raisonnement. C'est aussi une excellente école de formation. Je ne suis pas sectaire, d'ailleurs, ma fille a fait une classe préparatoire contre la vie de son papa. Voilà. Alors, oui, M. Thubault, vous voulez ajouter quelque chose? C'était juste parce qu'on parlait d'origine sociale et j'avais oublié de le dire tout à l'heure, et je pense que ça peut être intéressant. Mes deux parents sont ouvriers, justement, puisqu'on parlait d'enfants de milieu ouvrier faisant une classe préparatoire. Il est vrai que c'est pas encore non plus une grande majorité. Alors, je viens pas d'un milieu de misère noire. Hein, on s'en sortait très bien avec mes parents, mais mes deux parents sont ouvriers, fils d'ouvriers, ce qui n'est quand même pas le cas de la plupart de mes camarades, même s'il y a beaucoup de boursiers. Et c'est pour vous dire que il n'y a aucune hérédité, quoi. Il ne faut pas vous mettre un frein, vous auto-censurer. Ça, c'est un phénomène très récurrent. C'est des jeunes qui ne vont pas tenter tel parcours ou telle aventure sous prétexte que c'est difficile ou que ça n'a jamais été fait ou que dans la famille, c'est pas vraiment ça qu'on fait. Dans la famille, ben, il en faut toujours en premier. Moi, par exemple, toute la génération donc, de mes parents, mes oncles, c'est milieu ouvrier ou ouvrier qualifié. Puis là, dans la génération de mes cousins, on est déjà trois à avoir fait une classe préparatoire. Et qui sait, peut-être que mes enfants, ce sera pareil, ou alors qu'ils retourneront dans un milieu plus ouvrier, ou alors dans un milieu plus littéraire. Ne vous fixez pas de barrière en fonction de ce qu'ont fait vos parents. Au contraire, je pense que la plupart des parents rêvent que leur enfant aille le plus loin possible dans ce qui lui plaît. Que ça soit dans la haute gastronomie ou dans la menuiserie, enfin, il y a énormément de façons de se développer, d'avoir une belle vie et un beau métier. Ne vous mettez surtout pas de frein, quoi. Sous prétexte que vous êtes fils d'ouvrier, personne ne vous interdira jamais de postuler aux écoles que vous voulez, et postuler, ça vous coûte des fois pas grand-chose. Merci. Je voudrais enchaîner avec M. Serge sur les compétences et les intelligences que l'on doit avoir pour avoir accès à la formation aux écoles d'ingénieurs et entrer, bien sûr, dans le métier d'ingénieur. Est-ce qu'on a besoin d'intelligence spécifique pour suivre dans ce domaine et dans ce métier? Elle est dure. Parce que, en fait, il y a deux niveaux à cette question. Il y a déjà la question, vous êtes au lycée, en première, en terminale, et vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Je dirais, si le mot ingénieur fait résonance, quelque part, il faut aimer les disciplines scientifiques. Alors, je pense qu'au lycée, vous faites encore des maths et de la physique. Si on n'aime pas un minimum les maths et la physique, si on ne se sent pas, si on n'est pas à l'aise, ça me paraît, enfin, hurler si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais ça me paraît dommage de faire ces études-là. C'est comme, donc on l'a dit, moi j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure, bon, on n'est pas obligé de faire des classes prépa ou tout ça. Il y a plein de parcours qui permettent de devenir ingénieur, même des parcours complètement atypiques, parce que finalement dans la vie, c'est pas immédiatement forcément qu'on découvre sa vocation. Moi, ma vocation, c'est à 41 ans que j'ai compris que le business c'était bien, mais que enseigner c'était encore mieux pour moi. Donc, il y a plein de voies différentes. Vous pouvez faire des classes prépa, mais vous pouvez aussi rentrer dans des écoles d'ingénieurs qui vous forment après le bac. D'accord? Donc ça va dépendre de votre aisance, est-ce que vous êtes confortable en sciences. Si pour vous c'est un plaisir fou comme c'était pour moi, les classes préparatoires pour moi
c'était un grand bonheur. J'arrêtais pas de bosser. Si je suis rentré à Centrale, c'est pas parce que j'étais génial, c'est parce que je travaillais beaucoup, parce que ça me plaisait beaucoup. Si vous faites les classes préparatoires et que vous souffrez le martyre tous les jours, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des façons, même quand bien même vous aimez les maths et la physique, il y a des manières moins brutales, moins difficiles d'y arriver. Donc je pense que ça, c'est un premier critère. Le plaisir que vous avez, la réussite que vous avez dans les matières peuvent vous indiquer quelle voie prendre. Hein. Il n'y a pas que la voie. C'est vrai que les classes préparatoires, il faut travailler pas mal. Il y a d'autres voies d'accès. Alors après, moi j'ai eu de conviction, les maths et la physique c'est bien, mais effectivement, on pourrait dire que ça prépare essentiellement au métier de chercheur. On fait des maths, on est chercheur en maths, on continue à faire des maths. Bon, ok. Le métier d'ingénieur, il va requérir beaucoup d'autres compétences. Hein, pour passer d'un besoin à la conception d'un produit, sa production, sa réalisation, sa commercialisation, partout où l'ingénieur va être censé intervenir, il va devoir mettre en œuvre d'autres compétences. Et c'est ça qui est sympathique, hein, ça a été dit avant, hein, le fait de rentrer dans une école d'ingénieur ne prédestine absolument pas, n'enferme absolument pas, pour une raison très simple. C'est que nous avons tous des personnalités différentes. Notre destin, nous sommes tous des êtres singuliers. Et donc, dans les métiers d'ingénieur, si vous réfléchissez bien, c'est à Centrale, c'est la dernière réforme que j'ai conduite, ou l'avant-dernière, elle partait du principe que quand vous sortez d'une option, par exemple aéronautique et espace, voilà, vous avez travaillé les sciences de l'ingénieur de ce domaine d'activité-là. Vous pouvez faire plein de métiers. Vous pouvez être chercheur, vous pouvez concevoir un propulseur ou un avion ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi, hein, du LM. Vous pouvez produire des avions. Vous pouvez être chef de projet pour aller installer une usine qui fabrique des avions quelque part. Vous pouvez être entrepreneur. Pourquoi pas aller créer votre boîte qui fait je sais pas, des parachutes ou n'importe quoi. Vous pouvez vous pouvez rentrer à l'aérospatiale pour faire du marketing et puis du pricing d'Ariane, des vols d'Ariane. Donc vous voyez. Alors ça c'est difficile au début. C'est très très difficile de savoir. On le sait que par l'expérience, petit à petit en faisant des projets, en faisant des choses, de l'associatif, tout un tas de trucs, bah, les jeunes se découvrent et se disent, moi c'est plutôt la recherche, ou c'est plutôt le management, ou c'est plutôt le développement, ou c'est plutôt etc. Hein? Et là, le propre des écoles d'ingénieurs, je pense que maintenant, toutes les écoles s'y sont mises, hein, toutes les écoles considèrent que le métier d'ingénieur, ce n'est pas que le métier d'ingénieur bureau d'études qui va calculer derrière son ordinateur. Toutes les écoles ont mis en place des activités qui permettent aux jeunes de se découvrir petit à petit. Hein. On les encourage, je crois, tous à faire de l'associatif, monter des clubs et tout ça. Le but de tout ça, c'est qu'ils prennent conscience de qui ils sont. Hein, et puis petit à petit, qu'ils se servent du cursus qu'on leur propose pour se développer correctement. Très bien. Voilà. Je m'oriente vers monsieur Kuhn. Je voudrais, au niveau de l'école dans laquelle vous exercez, il n'y a pas, je suppose, il n'y a pas que des compétences scientifiques et techniques, mais il y a également des compétences et des intelligences transversales, humaines, que le futur élève ingénieur va acquérir. Alors, oui, tout à fait. Mais juste avant, je voulais compléter les propos de Serge parce que tu disais que les écoles d'ingénieurs n'enseignent plus que des savoirs purement académiques. Elles permettent beaucoup d'autres choses. Et ça permet aussi
que tu disais, aux étudiants de se découvrir. Il y a aussi autre chose. Il faut que les ingénieurs soient aussi ouverts aux autres. Pour une simple et bonne raison, hein, si on remonte à Sadi Carnot, M. Carnot, machine à vapeur, première phase industrielle, finalement, c'était quoi? Les machines, c'était la mécanique. La mécanique de A à Z, rien d'autre. Vous êtes pur ingénieur mécanicien, vous ne savez faire que ça, vous êtes capable de faire énormément de choses. De nos jours, un produit, c'est plus tout ça. Et vous avez dû constater que l'évolution des produits que l'on a suit une courbe exponentielle. Hein, bah tiens, ça là, bon, ça coûte encore un peu cher. Hein. Ça, c'est 4 millions de fois plus puissant en puissance de calcul. Ça a 4 millions de plus de mémoire que l'ordinateur qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. D'accord? C'était les années 60, c'était. Bon, pour vous, c'était oh là là, le siècle dernier, pour nous, c'est pas si vieux que ça. D'accord? Les produits sont infiniment plus complexes et utilisent toutes les technologies. Des technologies qu'un seul individu ne peut pas appréhender. Michel-Ange, il pouvait tout appréhender à son époque. Maintenant, on ne peut pas. Et des intelligences qu'une seule personne ne peut pas tout avoir. Hein, si vous êtes renseigné, on dit qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Un joueur de foot, un sportif utilise un certain type d'intelligence, etc. Okay, et l'intelligence mathématique, l'intelligence rationnelle, elle est plus suffisante. Donc dans une équipe de cadres, d'ingénieurs, etc., d'individus qui travaillent sur ces produits éminemment plus complexes, comme une voiture, eh ben, il faut faire appel de nos jours à plein de profils différents, qui viennent de pays différents, qui ont des cultures différentes. Et il faut travailler ensemble. Et ça, c'est pas évident. Ceux parmi vous qui travailleront en école, qui seront étudiants en école d'ingénieur, vous serez peut-être amenés à faire des projets où, dans les équipes projets, vous allez avoir, c'est une chose qui se fait en France, c'est assez classique, des gens d'autres étudiants comme vous qui sont d'une école de commerce, d'autres d'une école de design, d'autres des beaux-arts, et vous vous retrouvez tous ensemble à travailler sur un sujet commun. Et vous allez vous rendre compte que les autres membres de l'équipe parlent comme vous, hein, parlent exactement la même langue, sauf que vous n'allez peut-être pas vous comprendre. D'accord? Parce qu'on n'a pas les mêmes métiers, et parce qu'on n'a pas le même passé, le même vécu. D'accord? Et il ne faut surtout pas penser que vous avez raison, vous avez la bonne intelligence, vous avez la bonne façon de traiter les choses, et que c'est vous qui allez apporter la bonne réponse. Non, pas du tout. Et donc ça, c'est très important si on veut évoluer dans le monde de l'entreprise. Et l'origine de ça, c'est l'augmentation de la complexité des produits, qui se traduisent par une augmentation de la complexité de la façon de concevoir un produit, de gérer un projet, etc. etc. Alors, si je reviens à Linsa, oui, alors... D'une façon générale, dans une école d'ingénieurs, est-ce que... c'est ce que disait également Serge, c'est-à-dire que, voilà, un étudiant qui, en école d'ingénieur qui ne va se consacrer finalement qu'à ses cours très scientifiques, c'est pas suffisant. S'investir dans le domaine associatif, ça permet de mettre en œuvre par la pratique des compétences qui sont autres et qui s'apprennent finalement surtout par la pratique. Bon, si on prend le management de projet, la gestion de projet, moi j'ai eu des cours, qu'est-ce que c'est chiant. On a l'impression que le prof qui donne des cours enfonce des portes ouvertes. Pourquoi? Parce que finalement il faut le vivre. Il faut le vivre par la pratique, tout en parallèle se formant aux techniques de gestion de projet. Et là c'est beaucoup plus efficace. Donc il faut que vous soyez, comme disait je ne sais plus quel collègue, être ouvert sur le monde, être curieux, s'intéresser à plein de choses. Voilà, vous êtes sportif, vous allez mettre en œuvre des capacités utiles, vous êtes danseur, vous êtes musicien, etc. Continuez vos activités, investissez-vous dedans, hein, alors sans oublier vos études bien sûr, et vous aurez une richesse supplémentaire qui
indirectement, va vous rendre plus apte à évoluer dans une entreprise qui est complexe de nos jours. Bon, quand vous allez arriver pour la première fois dans l'entreprise, votre formation ne sera pas terminée. Et vous serez plus à même d'y rentrer rapidement. Merci. Hamdan, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais justement précisément sur ce thème de polyvalence, si on peut dire, ou de pluridisciplinarité de la formation de l'ingénieur. Je pense qu'il y a deux tendances. Il y a, j'imagine, les écoles qui commencent à intégrer des formations qui sont moins scientifiques, peut-être plus orientées gestion, management, etc. C'est peut-être, ça c'est une façon de faire. Mais il y a une tendance qui fait que de plus en plus les écoles d'ingénieurs vont créer des ponts avec d'autres écoles de formation qui n'ont rien à voir avec l'ingénierat. Je pense par exemple à Centrale Nantes qui est en association avec Audencia, donc une école de management, pour trouver la complémentarité entre la formation qu'elle délivre et la formation du manager, sachant qu'elle est consciente, je suppose que c'est venu d'une analyse, que l'ingénieur, quand il sort de son école, il a vocation d'être aussi, entre autres, manager, donc d'intégrer, de connaître, d'avoir les connaissances du management qu'il n'a pas nécessairement, je dirais, par la pure formation de l'école. Donc il y a beaucoup de ponts qui se créent comme ça. À Rennes, il y a, je ne sais pas si c'est l'INSA ou l'INS de Rennes, qui fait une formation avec Sciences Po Rennes. Donc en 6 ans, vous avez une formation et d'ingénieur et de sciences politiques, parce que on veut intégrer les notions de gouvernance, de responsabilité si on rentre dans l'administration, dans une grande entreprise. La double diplomation, c'est ça? Alors c'est des formes de double diplomation, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a la HEC est associé avec une école de design. C'est du design, mais effectivement, si je suis marketeur, la moindre des choses, c'est d'avoir effectivement des notions de artistique, etc., etc. Donc de plus en plus, on essaie de créer cette formation ouverte sur le monde par ce type bon, les exemples, peut-être qu'on peut les multiplier, mais je suis aussi d'accord avec la conclusion qu'a apportée monsieur, c'est que quelle que soit la formation que vous ayez, j'ai presque envie de dire que votre vraie formation, elle commence au sortir de l'école. C'est-à-dire quand vous êtes confronté à, je ne vais pas faire référence à Freud, mais quand vous êtes confronté au principe de réalité. C'est-à-dire c'est des choses... Vous savez, quand vous sortez de l'école, vous sortez d'un enclos. Hein, vous sortez de quelque chose qui est... Je ne vais pas exagérer de dire fermé, mais en fait, quand vous sortez de l'école, vous êtes confronté à une réalité que de toutes les façons, on ne peut pas vous enseigner complètement, et puis là vous allez faire un nouvel apprentissage qui est complètement nouveau par rapport à l'apprentissage de l'école. C'est l'apprentissage de la vie, de la vie de l'entreprise, qui n'est pas toujours simple. Vous allez rentrer dans une entreprise, vous allez être formaté par les process. Ça c'est un truc qu'on vous enseigne pas beaucoup, à moins que vous fassiez des stages, des process qui enferment tout le monde dans des procédures, etc., qui sont, je ne sais pas ce qu'on veut dire, qui brisent même la créativité, etc., etc. Donc, la vie réelle est aussi un peu compliquée, hein, donc, bon, voilà, il faut l'intégrer aussi. Serge, vous voulez préciser quelque chose? Oui, il y a un truc qui est important, puisque là, le sujet, c'est quand même les intelligences plurielles, les différentes formes d'intelligence et de compétences. Il y a une question qui est intéressante de se poser, c'est pourquoi des écoles d'ingénieurs ont créé, et des écoles de commerce ont créé des doubles diplômes. Pourquoi? Et là, les jeunes se trompent beaucoup. Les jeunes croient que plus j'empile des diplômes, et plus ma valeur augmente sur le marché de l'emploi, ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui fait la valeur d'un jeune, c'est d'être allé au fond de quelque chose.
d'avoir vraiment donné le meilleur de lui-même dans quelque chose. Et comme je l'ai dit, on n'est pas des arbres en boule, on n'est pas de la pâte à modeler, on a tous un endroit qu'on aime plus que les autres. Et là, il faut aller à fond. Par contre, ça ne veut pas dire aller à fond, devenir complètement autiste pour tout le reste. Parce que comme ça a été dit, aujourd'hui dans une entreprise, c'est fini, on ne travaille plus tout seul. C'est fini, on travaille en équipe. Pour arriver à faire un produit qui se vend sur le marché, c'est quand même c'est du boulot. Et c'est pas que du boulot d'ingénieur, c'est du boulot à tous les niveaux. C'est du boulot commercial, marketing, de production, c'est du boulot logistique, c'est du boulot de conception. Et tout ça, pour que ça se passe bien, il faut que les gens travaillent en équipe. Donc en fait, pourquoi on a créé des doubles diplômes? Parce que les entreprises nous disent, on en a marre des ingénieurs autistes. On en a marre des commerciaux non rigoureux. Ce qu'on aimerait, c'est le profil idéal. L'ingénieur qui est commercial, le commercial qui est rigoureux et tout ça. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais la solution du double diplôme, je trouve qu'elle est mauvaise. Excusez-moi, je vais très loin, mais je suis un peu radical, comme ça provoquera des questions. J'aime bien. Je pense que la solution est mauvaise. Pourquoi? Parce que sur à Central Paris, par exemple, que je connais bien, il y a 520 élèves par promo. Il y en a combien qui vont faire un double diplôme? Quelques-uns. Et en fait, qui vont probablement dériver par rapport au métier. Et donc, on voit bien que le double diplôme, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver des activités qui, dans les écoles, permettent aux ingénieurs et à d'autres formations de communiquer. C'est d'être capable de travailler en équipe avec des gens très différents de moi. Hein? Moi, je vois la première fois, quand je suis rentré dans cette entreprise américaine, la première fois que j'ai travaillé avec un Chinois, ouh, putain, on se comprend, ça a été long. Je crois en fait, on n'est pas arrivé. Il a fallu qu'on se rencontre physiquement et qu'on passe beaucoup de temps pour y arriver. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, on a compris ça. Et on oblige les jeunes à partir à l'étranger, à aller faire un séjour à l'étranger pour se confronter à ces difficultés. Donc moi je crois que le moyen de développer cette compétence sans pour autant faire un double diplôme, ces compétences-là, il faut simplement travailler avec d'autres personnes, d'autres formations. C'est-à-dire sortir de son école, aller s'engager dans l'associatif, aller faire des projets, aller essayer de monter une activité, n'importe quoi, qui nous permet de développer notre capacité de travailler avec des gens très différents. Mais surtout, il ne faut pas oublier son identité. Ce que je trouve terrible, c'est que des jeunes ingénieurs qui sentent qu'ils ne sont pas bons en communication, parce que franchement, c'est vraiment pas la qualité première des ingénieurs, bon, vont faire des écoles de commerce et puis oublient, qui se disent il me manque quelque chose, il faut absolument que je sois très fort. Non, c'est pas ça le but. Il faut avoir conscience qu'on n'est pas forcément très bon, il faut évidemment se développer, mais il ne faut pas oublier qu'en équipe, on peut être meilleur que tout seul. Donc si on s'allie avec des gens meilleurs que nous dans d'autres compétences, on fait le job dès l'instant qu'on est capable de travailler avec eux. C'est ça l'enjeu. Merci. Je voudrais tourner maintenant vers le public. Si vous avez des questions à poser à nos invités, on vous tend le micro. Monsieur Thibault, oui, yes. J'ai envie de dire aussi, il a inscrit dans la notion même d'ingénieur de se mettre au service des autres, en fait. L'objectif est de rendre un service d'utilité publique. Tu peux prendre des aspects très variés. Le métier d'ingénieur a évolué sur la forme, c'est-à-dire qu'il y a 150 ans, on n'avait pas d'ingénieur en informatique, on n'avait pas de développeurs web, de concepteurs de logiciels. Aujourd'hui, on en a, mais le principe reste le même. C'est comment innover, faire innover la technique pour faciliter la vie de tout le monde. C'est
de manière un peu idéale, c'est ça le métier d'ingénieur. Donc, si on n'aime pas les gens, si on regarde tous les autres avec condescendance, si on estime qu'on n'a rien à apprendre de son semblable, à quoi bon faire ingénieur? Enfin, quel plaisir on peut avoir à être ingénieur? Être ingénieur, c'est se mettre au service des autres. C'est vouloir, c'est comprendre le besoin d'autrui et y répondre. Si on ne peut pas encadrer les autres, à quoi bon? Ça n'a... Il y a un intérêt mathématique ou physique, voilà le défi du problème. Mais à ce compte-là, on fait des sudoku. Ça fait moins de mal aux gens et il y a autant de défis. Est-ce qu'en tant que futur lauréat d'une grande école d'ingénieurs, est-ce que vous vous sentez quand même, je dirais, dans la formation que vous avez dans votre école, est-ce que vous sentez quand même qu'on vous prépare au mieux pour l'ingénieur de demain? Alors le souci, c'est que mon cursus commence par un stage. Donc mon école, j'ai dû l'avoir 3 semaines en cumulé. Mais je vais vous parler en théorie de ce qu'on y fait. Déjà, le stage dont je vous parlais tout à l'heure, mon stage au lycée Moulet Youssef, est une façon de nous mettre au contact des autres. Et dans quelque chose, dans des domaines qui n'auront peut-être rien à voir avec ce qu'on va faire plus tard, mais tant mieux. Mais tant mieux. J'ai un collègue à Casablanca qui est dans l'associatif, mais il en fera peut-être plus jamais de sa vie, mais c'est exceptionnel. Il apprend quand même des choses très pratiques en gestion, gérer de projets, collecte de fonds, qui lui serviront plus tard dans son métier, mais il voit aussi tout un aspect de la société à laquelle il sera peut-être plus confronté directement, mais pour laquelle il pourra faire des choses plus tard. Ce genre de formation, ça nous fait voir un peu le vrai monde. On a passé 2 ans, 3 ans en classe préparatoire avec que des gens qui avaient, c'est pas la même façon de penser, mais qui ont globalement finissent par avoir la même culture, qui vont entre elles, et on oublie un peu ce qu'est la réalité. Et donc de commencer déjà par un stage de formation humaine, ça nous fait un peu relativiser les choses. Très bien, vous êtes des braves petits, vous avez intégré l'école polytechnique, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour... vous n'êtes plus au service de vous-même, mais au service des autres maintenant. Le principe même de l'école est... On voudrait, s'il vous plaît, donner la parole à la salle. Merci beaucoup. Il y a une question là-bas. Oui, mademoiselle. Je tiens juste à dire une chose. Si parmi vous, il y a des personnes qui voudraient poser la question en arabe, il n'y a aucun souci. Moi, je vais la traduire à nos invités. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. إلا بغيتوا تطرحوا السؤال بالعربية أنا غنترجمو بالفرنسية. اللغة ما خصهاش تكون حاجز. الله يرضي عليك. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci beaucoup. Il y a votre camarade qui va poser une question. Nous avons besoin de silence dans la salle. Merci, vous êtes très gentil. Bonjour, je me présente, je suis Wissal Bella, je suis en terminale au collège-lycée Ibilien. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence et ma question est la suivante. L'ingénieur ne travaille jamais seul. Son activité implique toujours la présence des collaborateurs. Vous ne pensez pas que les écoles devraient proposer des modules pour les étudiants pour les former à des modules, non par exemple, pardon, pour les former, pour former des futurs ingénieurs à des, pour les former sur l'intelligence plurielle. Merci. Ce choix, Pas la peine, pas la peine, merci. N'applaudissez pas les questions. s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Comme il a été dit, la formation du cycle ingénieur, elle est plurielle elle-même, parce qu'elle est censée apporter à l'étudiant, au futur ingénieur, toutes les dimensions dont a besoin le futur ingénieur. Non seulement en scientifique et technique purement, qui est la base de son futur métier, mais aussi toutes les compétences qui vont lui permettre d'exercer sa fonction d'ingénieur, qui sont forcément des fonctions, des modules de management, de gestion de projet, des compétences aussi en langue. Il ne faut pas l'oublier, on en a très peu parlé. On parlait de la dimension internationale, mais un ingénieur qui ne sait pas
communiquer et qui ne sait pas au moins une langue étrangère, qui est l'anglais, parfaitement, n'est pas un ingénieur. Donc tout ça, les écoles s'efforcent de le donner aux étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur métier. Mais le plus fondamental, ce n'est pas les notions académiques, c'est ce qui se passe à côté. C'est tout le parascolaire, toutes les activités à côté où il va pouvoir être confronté aux autres. On a parlé des clubs, on a parlé des activités humaines que doit avoir l'ingénieur, parce que c'est ça qui va compléter sa formation. Donc tout ça, ça existe, tout ça c'est une réflexion que les écoles d'ingénieurs ont déjà eue et ont déjà mis en place beaucoup de choses dans ce sens-là pour le futur ingénieur. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le micro. Bonjour, j'aime bien vous présenter. C'est Samia Sejuti du lycée Chemin de Neufel en terminale sciences maths option française. Merci de vous avoir parmi nous. Ma question est la suivante. Parfois, on sait bien que le marché d'emploi a besoin d'un genre précis d'ingénierie. Et nous sommes passionnés par un autre domaine. Comment faire dans ce cas-là? Est-ce que penser plus à notre passion ou suivre la vie comme il est matérialiste? Je peux peut-être même parler au nom des autres. Moi, je dirais sans hésiter sa passion. Sans hésiter sa passion. Parce que c'est là où vous allez vous réaliser le plus possible. Et même si votre passion peut-être vous mène vers une carrière, comment dire, une carrière plus difficile. D'accord? Alors évidemment, il faut déjà avoir des passions, il faut avoir des centres d'intérêt, de curiosité, etc. Mais ouais, sans équivoque, c'est ça. Vous savez, moi une fois, ma belle-sœur m'a dit, j'ai peu de chance dans la vie, j'étais forte en mathématiques. Donc elle a fait des études d'ingénieur, mais en fait, elle, au fond d'elle-même, elle voulait être musicien. Alors elle en fait à titre personnel, bien sûr, mais voilà. Et elle se dit toujours, j'ai peut-être raté une carrière de musicien. Bon, alors c'est clair que moi j'ai des amis qui sont musiciens professionnels, c'est extrêmement difficile d'en vivre. Mais c'est leur passion. Voilà. Mademoiselle, oui, quelqu'un. Bonjour, je vais bien me présenter. Je suis Ruda Mezeli de lycée Chemin de Neufel. J'ai une simple question. Quel est le domaine d'ingénieur le plus demandé dans le marché? Merci. Ça c'est une question pour les écoles. Ça, c'est une question pour les écoles. Cette question, elle est dangereuse au niveau personnel. Je pense que ça fait le lien avec la question précédente. Vivez vos passions, surtout quand vous êtes jeune. Quand on est jeune, on n'est pas marié, pas d'enfant, pas de preuve, rien du tout. On est libre comme l'air, on peut prendre tous les risques. Donc, tous les risques de vivre sa passion. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée que d'aller vers les secteurs demandés s'ils ne correspondent pas à une passion personnelle. Alors cela dit, aujourd'hui, il y a quand même une tendance. Il y a des tendances. Vous savez que, par exemple, tout ce qui est le digital, tout se numérise, se digitalise, donc effectivement, il y a des tendances. Mais de mon point de vue, c'est une grande erreur de choisir un métier parce qu'il est bien payé et parce que c'est soi-disant dans le vent si ça ne correspond pas vraiment à quelque chose que vous aimez profondément. Parce que au bout du compte, c'est comme dans le couple, et avec les enfants, il faut beaucoup d'amour pour réussir les choses. Voilà. Oui, simplement une petite anecdote que j'ai eue l'année dernière en faisant passer un entretien de personnalité à une étudiante candidate pour venir à l'INSA, qui m'explique en long et en large et en travers que, je dirais, depuis in utero dans le ventre de sa maman, elle rêvait d'être ingénieure. Elle rêvait d'être ingénieure INSA, c'était vraiment pour elle le Graal absolu. Bon, ok, puis au boulot, je lui dis, bon, ok, d'accord, c'est ce que tu veux faire, mais imaginons, t'es pas pris, qu'est-ce que tu fais? Oh ben je vais faire médecine.
Vous voyez? Donc c'était pas du tout sa passion. Pour elle, voilà, elle voulait être ingénieur. Ou alors des étudiants qui vous disent je vais aller à l'INSA de Lyon. Bon, pourquoi c'est la plus renommée? Puis après, ils me disaient à l'INSA de Lyon, le département le plus renommé, c'est lequel? Donc l'étudiant se moque absolument de la spécialité de formation dans laquelle il veut aller. Il veut aller dans la formation la plus renommée. Et ça, je dirais, c'est une forte chance qu'au final, l'ingénieur ne se réalise pas. Enfin, l'étudiant ne se réalise pas, ou mal. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire. Merci. On va prendre deux dernières questions. Mademoiselle, Alice. Allez-y. Bonjour tout d'abord, je m'appelle Hala Lezari de l'INSEE, en statistique, en deuxième année baccalauréat. Et ce qui concerne ma question est comment avoir une intelligence financière, c'est-à-dire comment pouvoir créer son propre projet, son propre travail indépendamment. Voilà, merci. Est-ce que je vous prends la deuxième, comme ça vous répondez aux deux? On n'est peut-être pas aux pièces, hein, si les gens veulent. Non, mais on a une autre table ronde. Le sens, je dois préparer la salle. Allez-y. Enfin, développer l'intelligence financière, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais pour ce qui est de développer les intelligences, bon, déjà, il y a on est toujours plus ou moins doué chacun dans certains domaines. Certains vont être extrêmement tournés vers les autres, donc d'autres vont être très logiques. On a toujours des prédispositions de base. Ensuite, dans la pratique, c'est surtout le travail, l'expérience, mettre la main à la pâte, et j'ai envie de dire un peu vulgairement se casser la gueule qui permet d'apprendre. On a tendance à penser qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais le meilleur moyen d'apprendre et de développer une capacité d'intelligence, c'est d'essayer de la pratiquer finalement. Il y a des choses où ça paraît évident finalement. Pour faire du sport, faire du vélo, on vous met sur le vélo et tant que vous tombez, vous remontez sur le vélo jusqu'à que ça roule. Genre c'est pareil c'est plus ou moins pareil pour toutes choses. Vous voulez faire des maths, vous faites des exos de maths jusqu'à comprendre comment fonctionne la logique. Vous voulez faire de la finance, déjà vous vous renseignez sur ce qu'est la finance. Vous apprenez, vous suivez des cours de finance et ensuite, ça sera par le travail pratique, l'expérience. L'expérience est extrêmement importante, même pour développer l'intuition. Finalement, on dit souvent que ce qui fait le génie, c'est l'intuition. Mais même l'intuition se travaille. L'intuition, dans tous les domaines, finit par arriver à force d'expérience. Donc, la meilleure façon de développer l'intelligence financière, à supposer que quelqu'un sache exactement ce que ça veut dire, moi je ne sais pas, c'est de s'exercer à la finance. Et un jour, tu arriveras peut-être à inventer ton propre projet. Serge. Si la question était relative à créer son activité ou son entreprise, je ne sais pas si c'est... Je l'ai compris comme ça la question. J'ai 4 enfants, il y en a 2 qui créent. Ma deuxième fille, elle est styliste parce qu'elle voulait faire de la créativité. Donc les aspects gestion, finance de la création de son entreprise, c'était pas tout à fait ça. En fait, il y a deux moyens. Il y a 2 moyens de répondre à ce problème. Soit c'est aller faire un cursus complémentaire, mais c'est passer beaucoup de temps et d'énergie très loin du projet, soit trouver quelqu'un qui va t'aider. Ça, c'est un message pour les jeunes. Dites-vous que l'humanité n'existerait pas si les plus vieux s'amusaient, n'aidaient pas les plus petits. Si vous avez envie d'entreprendre, il y a énormément de gens qui ont envie d'aider des jeunes entrepreneurs à réussir. Surtout si c'est quelques heures à passer pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un business model, etc. C'est pas si compliqué que ça. Donc la solution pour s'en sortir, quand il vous manque des choses, c'est vous poser la question qui peut vous aider, allez le voir, et si votre projet est sympa, si vous êtes ouvert, etc., vous trouverez rarement des gens qui vous claquent la porte. Au contraire, ils seront ravis de vous aider. Merci. Une dernière question? On va en prendre 2 parce qu'il y a une personne qui était cachée derrière la poutre et qui demandait depuis tout à l'heure pour ne pas le citer. On va prendre les 2 questions en même temps. Et on clôture la table. Mademoiselle, s'il vous plaît. Alors, quand on est ingénieur et qu'on veut réaliser une tâche dans une certaine entreprise, on est obligé de suivre des procédures. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a vraiment une place à la créativité dans le métier d'ingénieur?
Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Marwan Lasforé, je suis un étudiant du lycée Ibn Arabi. Alors, ma question est la suivante. Se caractérise la difficulté de classe préparatoire? Très bonne question. Où se caractérise la difficulté de classe préparatoire? Je ne sais pas si... Les deux, oui. On peut répondre aux deux questions. Effectivement, la question des procédures est intéressante. Et c'est ce qu'on reprochait justement à l'entreprise, c'était dans tout le fait de mettre trop de procédures dans les travaux, noyer un petit peu l'ingénieur dans la créativité qu'il pouvait avoir. Mais qui crée ces procédures et qui met en place ces procédures? C'est forcément l'ingénieur. C'est lui qui va essayer de structurer toutes les activités de l'entreprise au mieux pour qu'elles puissent fonctionner correctement. Donc celui qui est derrière les procédures, il n'y a que l'ingénieur pour ça. Donc la créativité, elle est là-dedans. Et dans l'amélioration continue des procédures, il est là aussi. Dans l'amélioration des procédures, l'amélioration des process, il est là aussi derrière. Donc il a toute sa place. Concernant la difficulté des classes prépa, si vous n'êtes pas bon en maths, si vous n'êtes pas bon en physique, si vous n'avez pas l'endurance qu'il faut pour résister 2 années de matraquage intensif des matières scientifiques, n'y allez pas. N'y allez surtout pas. Donc il faut une préparation mentale. Une préparation mentale à toute épreuve. J'ai vu des jeunes craquer. Il ne faut surtout pas vous lancer dans quelque chose où vous n'avez pas l'endurance et vous n'avez pas la capacité physique surtout de résister au matraquage. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un passage obligé. Si je pouvais supprimer les classes prépa au Maroc, je le ferais. Mais c'est un passage obligé pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Manuel? Oui, juste pour conclure ce que vous venez de dire, il faut être dur à la tâche pour ne pas avoir peur de travailler énormément. Voilà. Pour revenir à la question sur la créativité, il y en a, mais quand vous êtes sur un nouveau projet qui va répondre à une problématique donnée, je dirais en phase amont de projet, il va falloir trouver une ou des solutions pour répondre au problème, une fois qu'on aura bien posé le problème. Et c'est à cette étape-là qu'on peut avoir besoin de créativité. Voilà. Évidemment, une fois qu'on a imaginé, échafaudé des solutions pour répondre au projet, là on va rentrer dans de la technique, etc., dans des procédures bien définies qui se déroulent. Mais il y a un moment où, au début, il faut imaginer des façons de répondre au problème. Et c'est là où la pluralité des profils est importante. Parce que moi, mécanicien, par rapport à un problème, je vais apporter une solution de mécanicien. D'accord? Si en plus ça fait 20 ans que je travaille chez Calor, j'ai un métier Calor par rapport à ses produits, à des façons de faire, et je serai encore plus formaté. D'accord? Et peut-être que par rapport à une problématique donnée, la meilleure solution, c'est pas moi, mécanicien, qui va la proposer, c'est la secrétaire de direction qui participe à la séance de créativité, qui elle n'a pas été entre guillemets polluée par mon métier de mécanicien. Donc oui, voilà, il y a de la créativité quand même. C'est Thibault. Alors avec Serge, on a tous les deux quelque chose à dire. Pour répondre à ta question sur les classes préparatoires, je ne sais pas si tu fais du sport, moi personnellement non, je vais essayer de m'y mettre, mais quand tu n'as jamais fait de marathon, de semi-marathon, et que tu en fais un et que tu commences à t'entraîner pour, tu vas cracher tes poumons, tu vas avoir mal aux côtes, tu vas être essoufflé, mais c'est pas pour autant que tu en seras forcément réduit à tomber en dépression ou à être malheureux. Je dirais ce que rajoutent les classes préparatoires, ressemblent à ça en fait. C'est un peu, vous avez été au lycée, vous avez appris des choses, mais enfin nous avons appris des choses, après tout je suis à peine plus vieux que vous, mais ça restait assez superficiel. Je dis pas que tout était facile, mais ça restait en surface. Là vous allez découvrir ce que c'est de faire des sciences abstraites, complexes,
et aller fouiller. Finalement, le programme de maths de prépa, il est infini. Chaque prof peut inventer son exo, trouver le sujet pour faire chuter tous les élèves. Un prof, il peut mettre 0 à tout le monde, il suffit de trouver le bon sujet qui bloque tout le monde, il y arrivera. Et donc vous êtes un peu dans... Voilà, vous avez jamais entraîné pour le marathon, et on vous lance là-dedans. Ce qui se rajoute peut-être, c'est ensuite le mental. Finalement, maintenant, la pression, elle vient plus tant de l'entraîneur, c'est-à-dire du professeur, mais de vous-même. Vous vous mettez en tête que vous voulez l'école polytechnique à tout prix. Et ben vous allez vous allez vous rendre malheureux. Mais ensuite, si vous gardez l'amour de la chose, l'amour du sport ou l'amour de la matière, vous ne serez jamais malheureux, puisque ça sera dur, vous cracherez vos poumons, vous aurez mal aux côtes, mais ça sera toujours avec l'amour du sport, quoi. Et en l'occurrence, voilà, l'amour de la matière. Je pense qu'on doit quand même arrêter les débats, parce qu'on a une autre table ronde dans moins de 20 minutes qui va suivre. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie quand même les invités qui ont participé. Et je vous dis à la prochaine. Merci.